Je ne démissionnerai pas avant la tenue du 8e congrès ordinaire qui se tiendra bel et bien les 18 et 19 décembre prochains. C'est Edi Kombouéwo qui parle face à la pression des cadres de son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP qui veulent coûte que coûte qu'il sursoit pour l'instant à la tenue de cette rencontre statutaire, comme l'aurait demandé le président d'honneur Blaise Compaoré. Edi Kombouéwo était face à la presse hier, vous l'entendrez dans un court instant. Et puis, la boussole de l'UEMOA, désormais entre les mains du président de la conférence des chefs d'État de l'institution. Le président de la commission de l'UEMOA a procédé à sa remise hier au président Roch-Marc Christian Kaboré, intitulé CAP 2025. C'est un document qui va servir de repère à l'espace communautaire pour atteindre ses objectifs les 4 prochaines années, notamment la libre circulation des biens et des personnes dans cet espace. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. L'audience accordée ce matin au Premier ministre, Dr Lassina Zerbo, par le président de l'Assemblée nationale pour ouvrir ce journal. 5 jours après la publication du nouveau gouvernement, le chef de l'exécutif prend contact avec l'Assemblée nationale. Entre ces deux personnalités, ce 17 décembre, on s'imagine qu'il a été question de s'accorder les violons pour que vivent enfin paisiblement les Burkinabés. On y reviendra plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. En attendant cela, autre audience à présent, et nous prenons la direction du palais présidentiel de Kosiam, où le chef de l'État, en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, a reçu hier le président de la commission de l'institution. Abdoulaye Diop est venu apporter à Roch-Marc Christian Kaboré le document CAP 2025 qui vient d'être élaboré. C'est un manuscrit qui servira désormais de boussole à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les deux personnalités ont également profité de l'occasion pour échanger sur la réouverture des frontières et la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire pour une meilleure intégration sous-régionale. On en sait plus sur ce tête-à-tête avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, que je vous propose d'entendre à sa sortie d'audience. Comme vous le savez, c'est toujours avec un grand plaisir que je rencontre le président du FASO en tant que président de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'UEMOA. Donc c'est l'occasion de lui faire le point de nos activités au niveau de la Commission, mais également de façon plus générale des activités de l'Union. Alors pour l'audience de ce matin, elle a été l'occasion pour nous de lui présenter très rapidement le nouveau document que nous avons élaboré au niveau de la Commission, que nous avons appelé CAP, que nous appelons CAP 2025, qui est un peu notre boussole pour les 4 prochaines années. Donc ça a été l'occasion de lui remettre ce document-là, partager avec lui ce document-là et recueillir éventuellement ses orientations pour les mois à venir et éventuellement les années à venir. Parce que c'est un document qui sera actualisé à chaque fois que de besoin. Bon, c'est vrai, c'est un document aussi que nous avons partagé avec la presse de la sous-région de notre espace. Donc nous l'avons parcouru de long en large pour en expliquer les objectifs, en expliquer les axes, disons, les plus importants et les actions phares. Donc nous avons longuement discuté de cela avec la presse de l'espace communautaire. Donc nous avons partagé ces documents, cette boussole avec le président du FASO. Les autres points qui ont été à l'ordre du jour de notre rencontre ont porté d'abord sur la question de la libre circulation. Comme je le dis souvent, c'est une priorité absolue au niveau de la Commission, au niveau de l'Union, et le président aussi en a fait une priorité. Et je pense au niveau même au-delà de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, il est le champion désigné en cette matière-là. Et ça a été l'occasion pour nous
part de lui marquer toute notre satisfaction pour la décision prise récemment par donc les autorités d'ouvrir les frontières, parce qu'on a besoin de cela pour avoir un espace commun où les gens puissent circuler régulièrement et normalement. Alors nous avons fait le point également de façon générale sur les autres activités qui sont les nôtres au niveau de la commission de l'UEMOA. Un autre aspect qui est important et sur lequel nous avons échangé assez rapidement, c'est sur les questions de la sécurité, de la sûreté dans le domaine de l'aviation civile. C'est une activité importante, comme vous le devinez. Des mesures, des actions fortes ont été prises il y a quelques années, mais il y a des difficultés d'opérationnalisation de tout cela. Et nous avons discuté, et avec le président du FASO, nous allons prendre très rapidement les mesures idoines pour opérationnaliser tout le dispositif déjà adopté il y a quelques années pour accroître les conditions de sûreté et de sécurité de l'aviation civile dans notre espace. Alors, donc, c'était l'occasion pour nous aussi de réaffirmer encore une fois notre soutien au président du FASO, au peuple du Burkina, par rapport à la situation sécuritaire, et saluer aussi tous les efforts, toute l'énergie qui est déployée pour faire face à cette situation et combattre le terrorisme. Et dans ce cadre, la commission de l'UEMOA est disposée à accompagner évidemment tous les pays qui sont concernés par cette situation-là. Et quand je dis tous les pays, en réalité, c'est les 8 pays de l'Union donc, qui sont concernés par cette situation, mais effectivement, il y a des pays qui sont plus touchés et qui vont bénéficier encore davantage de l'attention des autorités de la Commission et de façon plus générale des autorités de l'Union. Et c'est des points importants sur lesquels nous aurons à discuter très prochainement dans un cadre plus approprié. Bon, donc voilà de façon assez succincte l'objet, les points essentiels sur lesquels nous avons eu à discuter. Nous restons au palais présidentiel de Kosiam où le président Kaboré a également accordé une audience hier à la Cour des comptes. Conformément à la loi, Jean-Baptiste Bouda, le président par intérim de la juridiction supérieure burkinabé de contrôle des finances publiques, est allé remettre au chef de l'État le rapport 2020 de la Cour des comptes. Un document qui comporte les habituelles constatations et recommandations issues des contrôles des comptes des organismes publics, avec quelques spécificités cette fois, nous dit Jean-Baptiste Bouda, que je vous propose d'entendre à sa sortie d'audience. Alors, la particularité cette année, c'est que nous avons pu avoir quelques résultats au niveau des certifications et des avis. Voilà. Et puis, il y a aussi la particularité que dans ce rapport, vous verrez qu'il y a des activités juridictionnelles, ce qui n'était pas le cas dans les rapports précédents. Nous avons eu des cas de jugement de comptes et jusqu'en 2009. Donc, avec ces contrôles, on peut dire que les comptes des organismes publics ont été jugés de 1963 à 2008. Donc ça, c'est un effort important qui a été souligné. Oui, alors, il y a énormément de recommandations, c'est vrai, puisque nous avons relevé des insuffisances. Et ce sont des recommandations qui sont de nature à améliorer ou à corriger ou à mettre fin à certains errements, comme on le dit dans notre jargon. Cette information, avant de poursuivre dans le domaine du football burkinabé, on apprend que la commission d'appel de la Fédération burkinabé de football a décidé ce matin même
d'annuler la révocation des 4 membres du comité exécutif. On se rappelle que le 15 octobre dernier, le président Lazare Bansé s'était séparé de, entre autres, Raymond Dagba, dit Papi, chargé de la normalisation des centres de formation, Jean-Claude Ramdé de la commission de litige, Isabelle Tal, responsable du football féminin, et Bouré Mazio de la commission centrale des arbitres. Ces ex-révoqués devront donc être réintégrés conformément à la décision de justice. Parlons à présent des stagiaires. Vous êtes nombreux à avoir été au moins une fois dans votre vie un stagiaire. Comment s'est passée votre expérience? En avez-vous gardé un bon souvenir? Nombreux stagiaires ne manquent pas de parler d'exploitation ou d'abus. Et quand les stagiaires accusent, les employeurs, eux, se défendent. Cet après-midi, nous vous emmenons dans l'univers des stagiaires. C'est le grand format de cette édition et c'est signé Archimède Boy. Soumaïla Yunga est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires depuis 2017. En attendant son premier contrat de travail, ce diplômé de l'université Ouaga 2, rebaptisé Thomas Sankara, multiplie les stages. Pour sa première expérience en entreprise, il a effectué plus d'une année de stage avec plusieurs tâches cumulées. Et ça n'a pas été du tout facile parce que j'étais en même temps juriste, secrétaire, agent de liaison. Donc je me retrouvais à jouer tous ces rôles-là pour une rémunération vraiment pas simple. Moi, j'ai touché, pour le premier trimestre, j'ai touché 15 000 francs. En plus de la motivation financière jugée faible, ce stagiaire note des heures supplémentaires de travail. Il m'arrive souvent, s'il y a des urgences, des tâches, il m'arrive souvent de quitter au bureau à 21h. Après avoir formulé par écrit une demande de stage pour une période de 3 mois, Soumaïla y passera finalement 15 mois. Une fois parti, il va à nouveau s'engager dans une seconde expérience aussi longue que la précédente avec les mêmes péripéties. Le voilà donc au terme de 2 années et demie de stage sans toujours un contrat de travail en bonne et due forme. Ce diplômé d'université en sort déçu. Oui, parce que moi je me suis senti, ou bien je me sens exploité donc, par rapport à ces 2 expériences. Si Soumaïla dénonce l'exploitation, Isaac, lui, déplore une attitude méprisante de certains travailleurs vis-à-vis des stagiaires. C'est le constat de ce jeune titulaire d'une licence en droit après 4 mois de stage effectué dans une entreprise de la place. Le traitement un peu pas trop, un peu négligent, voilà envers bien sûr nous les stagiaires, voilà, c'était ça. Sinon j'ai beaucoup appris, honnêtement j'ai beaucoup appris et je ne le regrette pas. Une courte expérience éprouvante en termes de quantité de tâches au quotidien, exécutées très souvent au-delà des heures réglementaires, avec à la clé aucune motivation financière. Pour Abdul Karim Bandé, chef d'entreprise, le but du stage n'est nullement d'exploiter abusivement les compétences du jeune apprenant. Vous savez, quand vous sortez de l'école, vous êtes une matière brute qui a besoin d'être affinée. Et le rôle des stages, c'est ça. Donc parfois, en tout cas dans mon cas, je sais que c'est le cas de plusieurs employeurs, le but n'est pas d'exploiter. Parce que comme je dis, des stagiaires, il y en a à l'appel partout. Donc lorsque l'entreprise vous garde plus longtemps, c'est parce qu'elle espère justement pouvoir trouver en vous quelque chose. Mais elle ne vous recrutera pas juste parce que vous êtes là. Elle va vous recruter parce que vous êtes capable de répondre à un besoin. Et parfois, il lui faut du temps pour détecter cette habileté-là. Et c'est là que s'ouvre le débat. Combien de temps devrait durer le prix à payer pour obtenir un emploi? En attendant d'avoir des réponses, Abdourahmane Sarré, spécialiste des ressources humaines, suggère que les entreprises motivent financièrement leurs stagiaires, même si les dispositions du Code du travail en vigueur ne l'exigent pas. Moi, j'encourage toutes les entreprises qui peuvent apporter le soutien financier aux stagiaires à travers des primes de le faire, parce qu'on sait tout l'effort qu'un stage demande. Et on sait aussi la contribution du stagiaire dans l'atteinte des objectifs au quotidien, que ce soit un stage école ou bien un stage professionnel. Il serait bien de pouvoir les accompagner, mais ça reste mon point de vue.
Du côté de la Confédération générale du travail du Burkina, son leader est très clair. Le renouvellement à n'en point fini des contrats de stage des apprenants est inadmissible. Vous donnez 25 000 francs à quelqu'un par mois. Bon, il s'échine, il fait tout le travail pendant une année avec vous. L'année arrive, vous estimez qu'il est très bon. Au lieu de conclure un contrat à durée déterminée avec lui, vous renouvelez son contrat et vous le maintenez dans la même condition. Vous gagnez, lui, il perd. Or, sa vie avance, il a une famille de laquelle il doit s'entretenir. Ça, c'est très méchant. La méchanceté institutionnelle, ça ne doit pas se faire. Même son de cloche à la direction régionale du travail du centre. Il faut préciser aussi que le contrat de stage a une durée maximale de 3 mois, renouvelable une seule fois. Donc les situations qu'on retrouve dans certaines structures où on voit des jeunes qui sont en stage pendant plusieurs années, ce n'est pas conforme à la législation en vigueur. Et que dire des stagiaires qui se retrouvent à exécuter des tâches qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ils sont en entreprise? Dans la pratique, nous tous nous apprenons que les stagiaires, généralement, on l'envoie payer du pain, on l'envoie payer tel. Finalement, le stage ne lui apporte pas grand-chose. Nous tous, nous l'avons appris comme ça de bouche à oreille. Mais bon, en réalité, ce n'est pas des choses, puisque le stagiaire, il n'est pas venu pour ça. Voilà, il est venu pour acquérir une formation pratique. Un maître de stage doit l'encadrer et lui permettre réellement, à la fin de son stage, d'être apte à occuper quand même un emploi, entrant bien sûr dans son domaine de compétences. En fin de stage, ces jeunes font quelquefois face au refus de certains employeurs de leur délivrer des attestations de fin de stage. Sans occulter les cas où les patrons font des propositions indélicates à des stagiaires en attente d'un emploi. En témoigne cette jeune dame qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. Malgré le poids social que représente le chômage, cette demoiselle refuse les avances à elle faites et met fin ainsi à son séjour dans cette société. Ce sont là autant de difficultés à affronter par les stagiaires en entreprise dans la lutte acharnée pour se faire une place au soleil de l'emploi. Et les plus avertis devraient en tenir compte pour se frayer un chemin mieux éclairé. Politique à présent, l'actualité ce 17 décembre, c'est la crise qui secoue l'ex-parti au pouvoir. Le CDP, divisé par la tenue de son 8e congrès ordinaire, quand les cadres du parti somment Eddy Kombouego de surseoir à la tenue de cette rencontre statutaire pour l'intérêt supérieur du parti. La réponse du président Kombouego ne s'est pas faite attendre. 24 heures après l'ultimatum lancé par l'aile historique, le président monte au créneau. Je ne démissionnerai pas avant la tenue du 8e congrès ordinaire, une rencontre maintenue finalement pour les 18 et 19 décembre prochains. Plus de précisions avec Abdul Karim Banda et Archimède Boy. Je ne démissionnerai pas avant le congrès. C'est la sortie qui marque le point culminant de la crise au sein de l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Eddy Kombouego montre la lettre qui serait celle du président d'honneur Blaise Compaoré, demandant la suspension du 8e congrès du parti prévu les 18 et 19 décembre prochains à Ouagadougou. Pour lui, ce document est un faux et il en veut pour preuve les précédentes lettres à lui adressées par Blaise Compaoré portant sa vraie signature. L'actuel président du CDP y voit une tentative de manipulation à des fins inavouées. Mais nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Après Solane, le RPP a tenu son congrès. Après Solane, il y a eu le FESPACO. L'UPC a tenu son BPM. Nous nous réunissons ici, normalement, sans problème. Qui écrit à la place du président Compaoré et qui nous amène à avoir une attitude de vérité. Et sur la question, Eddy Kombouego a sa petite idée. Mais un pouvoir a été donné au président d'honneur, pas à son frère, ni à sa soeur, ni à son cousin, ni à son secrétaire, son entourage. Il reste donc droit dans ses bottes. Le congrès aura bel et bien lieu à la date indiquée. Si on ne tient pas ça les 18 et 19, le 25-26 c'est Noël, et ensuite on
passe le 1er et le 2, on est en 2022, on est en irrégularité. À l'endroit de ses vice-présidents qui l'ont lâché, Eddy Kombouego envoie quelques piqûres de rappel. Je n'ai jamais défié le président d'honneur. Regardez même les vice-présidents qui se sont réunis là. Allez fouiller dans vos archives et dites-moi depuis 2018 lequel vous avez vu en train de défendre le président Compaoré. Lequel? La personne qui, sur le plan national, international, devant les médias, radio, télé, journaux, défend le président Compaoré, s'appelle Eddy Kombouego. Au regard des positions tranchées des deux camps, cette crise ouverte au sein de l'ex-parti au pouvoir est loin d'avoir livré tous ses secrets. Et justement, pour en savoir davantage sur cette crise au CDP, nous recevons pour vous le député Yahaya Zoungrana de l'aile historique Tieyan Denis du camp d'Eddy Kombouego, l'aile futuriste qui ne sera malheureusement pas de ce plateau débat. Il vient de décliner notre invitation. Qu'à cela ne tienne, l'honorable Zoungrana est présent. Bonjour honorable et bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir, tant qu'on peut éclairer l'opinion publique sur nos convictions. Je pense que c'était un devoir pour nous d'être présents. Voilà. Le CDP est divisé par la tenue de son 8e congrès ordinaire. Est-ce qu'on peut dire que le CDP a cessé d'être une famille, puisque généralement le linge sale se lave en famille, dit-on? Tout à fait. Je ne dirais pas que le CDP est en crise, ni que nous sommes en difficulté. Il s'agit seulement du président Eddy Kombouego qui tient tête, j'allais dire, au président d'honneur, Blaise Compaoré, président d'honneur du parti, qui a demandé par écrit depuis le mois d'octobre de surseoir à l'organisation du congrès, et il a donné ses raisons. Il se trouve que nos statuts et règlements intérieurs qui sont là, les actes finaux du 7e congrès de mai 2018, donnent ces pouvoirs-là au président Blaise Compaoré. Et en résumé, ce qui se passe, dans le monde des affaires, il y a ce qu'on appelle une OPA. Le président Eddy veut en fait racheter à vil prix le CDP en le déconnectant, en arrivant à le déconnecter de son président d'honneur. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Alors, parce que justement, la crise est née. Vous aviez dit précédemment que vous n'êtes pas en crise et vous admettez finalement qu'une crise est née. Les troubles, en fait, ce que vous entendez, l'origine, en fait, ce sont les les projets de textes qui devaient être examinés par les membres du BN, dont je suis membre, pour aller au BPN et ensuite au Congrès. Il se trouve que dans ces projets de textes, on a compris, nous en tout cas, l'objectif recherché. Les concepteurs de ce document disent clairement qu'il faut faire des réformes dans le parti. Et le premier point de réforme, c'est le changement du nom et du logo du CDP. Je me souviens qu'en BN, j'ai personnellement dit, j'ai été élu député grâce à ce logo et grâce au nom du président Blaise Compaoré. À la fin, au paragraphe 9, il est expressément dit de supprimer le poste de président d'honneur parce que ça crée des problèmes à l'intérieur du parti. Mais donc, je ne vous interromps pas, on y reviendra plus longuement. Mais dites-nous, le président d'honneur depuis Abidjan, qui dirige le CDP ici à Ouagadougou, alors que le CDP a un président, finalement, à quoi servent les textes du parti si le président ne peut pas prendre de décision? Je vais vous répondre par une image qui va permettre à tout le monde de comprendre. Dites-nous. Le président d'honneur est à ce niveau et le président Eddy Kombouego est à ce niveau. D'accord. Qui peut chercher à prendre sa tête, cogner l'autre? Si nous sommes dans cette situation, chacun a ses attributions. Donc finalement, le président Eddy Kombouego est sous la coupe. Il a ses prérogatives qui sont dans nos textes. Il y a le président d'honneur qui a aussi ses prérogatives qui sont dans nos textes. Et je salue au passage les camarades qui ont été très vigilants en mai 2018 lors du Congrès pour proposer cette résolution
de désignation d'un président d'honneur et en la personne du président Blaise Compaoré. Et pourquoi est-ce qu'en son temps, vous avez jugé nécessaire de trouver ce poste-là? Je ne faisais pas partie des concepteurs de cette idée, mais nous avons compris par la suite que le président Blaise Compaoré est ce qu'on peut appeler l'âme du parti. Et ça, dans tous les partis, ça existe. Beaucoup de gens se reconnaissent au CDP grâce au nom de Blaise Compaoré. Sur le terrain, les populations spontanément adhèrent au CDP tout simplement par le nom de Blaise Compaoré. C'est un capital inestimable pour un parti et nous ne pouvons pas assister inactifs face à cette volonté manifeste de supprimer le nom du président Blaise Compaoré de notre parti. C'est pour cela qu'en résumé, aussi bien les vice-présidents que même nous disons c'est plus simple pour celui qui veut faire ça d'aller créer son parti et de n'y mettre aucun nom s'il le veut. Et quand vous dites volonté manifeste, alors que Edi Komboyego, votre président, quand il est sorti hier, il dit ne pas reconnaître ces accusations que vous lui portez. Il peut tout dire, mais les écrits sont là, madame. Les écrits, les membres du bureau exécutif l'ont. Pourquoi depuis octobre, alors que le président Blaise Compaoré ayant entendu qu'un congrès est en vue, a sollicité auprès du président Edi Komboyego son projet de budget pour financement et qui n'a même pas daigné accuser réception de ce message, de cette lettre. Et finalement, est-ce que vous voulez dire que l'argent vous vient toujours d'Abidjan? Nous payons nos cotisations quand il y a des activités au niveau de la terre. Et depuis 2015 même, c'est ainsi. La difficulté avec la gouvernance de Edi, c'est que même du côté financier, du fait qu'il dit que c'est lui qui contribue, il n'y a aucune visibilité. Une association ne peut pas fonctionner sans bilan financier. Quand bien même il y a un bon bailleur de fonds qui contribue. On vous l'accorde. Merci. Maintenant, dites-moi, tout le monde se souvient, le parti, l'ex-parti au pouvoir, Edi Komboyego a contribué à redorer le blason. On peut dire qu'il a contribué à la résurrection du parti. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. En injectant de ses finances. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il soit nécessaire ou bien qu'il soit opportun pour lui à un certain moment de la vie politique de dire « Ah ben maintenant je prends les décisions puisque je finance en grande partie ». Qui nous en donne la preuve, nous entendons cette chanson alors qu'aucun bilan financier n'est fait à l'intérieur du parti. Je vous l'ai dit, depuis 2015 que Edi est à la tête du CDP, aucun bilan financier n'a été fait. En 2015, nous savons comment il est arrivé président du CDP. En 2018, quand on organisait le congrès, il n'était pas là. Edi Komboyego n'a jamais organisé un congrès du CDP depuis qu'il est président. C'est maintenant qu'il tente d'organiser. Malheureusement, il s'y prend très mal. Et nous, membres du BN, qui savons comment le parti fonctionne, qui savons qu'un parti doit respecter ses textes, personne ne nous a obligés à écrire ces textes, nous devons les respecter. Et le président d'honneur mérite respect. Et finalement, cette question très, très fondamentale, vous savez qu'au regard de la loi, vous devriez nécessairement tenir le congrès avant la fin de l'année. On se rappelle également que votre président a été en justice. Il a eu raison. Et finalement, vous tenez mordicus, il ne faut pas qu'il tienne le congrès. Merci, madame. Dites-nous. Dans une des lettres du président d'honneur, qui date du début novembre, il est conseillé au président Edi, dans l'idée de sursoir au Congrès, de s'approcher du MATD à travers un courrier, parce que la charte des partis politiques permet cela. On ne dissout pas un parti, le ministère n'est pas là pour dissoudre un parti, parce qu'on n'a pas pu faire son congrès au plus tard le 31 décembre. Et je rappelle que ce congrès aurait dû se tenir depuis le mois de mai 2021. C'est le président Edi qui a demandé à ce qu'on reporte en novembre pour finalement nous retrouver en décembre. Donc déjà, c'est sa gouvernance qui a amené que le congrès n'a pas pu se tenir en mai 2021. Cela étant dit, le ministère est réceptif et la charte des partis politiques indique que tout parti politique qui a des difficultés peut s'adresser au ministère pour avoir une prolongation peut-être de 3 mois ou de 5 mois et respecter ses engagements vis-à-vis de l'administration. Pourquoi n'avoir pas fait cela et aller plutôt susciter une lettre
signée du ministre. La lettre du ministre n'est pas au-dessus de la charte des partis politiques. Ce n'est pas parce que c'est un ministre qui a signé que c'est au-dessus de la charte des partis politiques qui est une loi. Une alternative donc, Voilà. mais dites-nous concrètement, Oui. que le Congrès se tienne ou pas, Oui. cette guerre politique, comment comptez-vous la résoudre? Ou bien vous voulez finalement une scission pour terminer? Le CDP, comme je l'ai dit, si quelqu'un cherche à acheter le CDP, c'est que le CDP a une valeur. Et c'est cette valeur-là que nous défendons. Nous n'allons pas laisser vendre le CDP. Donc, nous savons que la multitude des militants attendent avec bonheur une issue, j'allais dire, heureuse de ce combat que nous menons. Et nous sommes confiants parce que nous sommes sur la voie de la vérité et Dieu est juste. Voilà, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Des accusations portées à l'encontre de Eddy Komboyogo qui n'est malheureusement pas là pour répondre. Nous vous disons merci d'être passé nous éclairer sur cette crise. C'était votre version de cette crise. Merci. Donc merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain, Dieu voulant, pour un autre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez surtout pas. Le programme se poursuit. Bonsoir.